Alors salut Léo. Donc aujourd'hui on a la chance d'avoir Léo Giraud pour discuter de comment introduire le référendum d'initiative citoyenne en France. Alors pour commencer, je te laisse te présenter. Léo Giraud, je suis un citoyen, on va dire, actif, euh, militant du RIC depuis une dizaine d'années et mon parcours, on va dire, s'est éloigné du RIC pour, euh, pour d'autres projets démocratiques et s'est rapproché du RIC par la suite pour des raisons, on va dire, stratégiques qu'on expliquera certainement tout à l'heure. Et voilà, sinon je fais partie de tout un paquet d'associations et de collectifs. Et bon, j'ajouterai encore que tu faisais partie d'une table ronde là au début, assez au début encore du mouvement des Gilets jaunes, avec Fly Rider, Étienne Chouard et Yvan Bachot. Je mettrai en lien la vidéo de Demos Kratos de cette discussion. Donc ça, c'est un lien intéressant pour mieux comprendre ce qu'est le référendum d'initiative citoyenne. On va pas, dans cette vidéo, discuter vraiment de ce que c'est ce référendum d'initiative citoyenne. On part de l'idée que les gens qui nous écoutent savent déjà ce que c'est. Euh, mais en tout cas, c'est clair que c'est pas le référendum d'initiative partagée ou le faussement nommé référendum d'initiative partagée, parce qu'en fait, c'est euh, l'initiative, elle n'est pas partagée, elle est seulement parlementaire. Ensuite, les sujets sur lesquels il peut y avoir un référendum d'initiative partagée sont limités. Le gouvernement veut même les limiter davantage parce que malheureusement, ça a été utilisé, malheureusement du point de vue du gouvernement, ça a été utilisé contre la privatisation des aéroports de Paris. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec ce référendum d'initiative dite partagée, le référendum n'a pas nécessairement lieu à la fin, même si le nombre de signatures, et c'est un nombre assez grand, est réuni, c'est n'a pas forcément lieu. Donc on n'est pas en train de parler de quelque chose comme ça, mais d'un véritable référendum d'initiative citoyenne. Et pour moi, un véritable référendum d'initiative citoyenne, il doit avoir ce que j'appelle le cœur du RIC, c'est-à-dire que c'est le peuple et uniquement le peuple qui peut modifier la Constitution. Et à partir de ça, s'il y a ce cœur-là, ben, on peut ensuite agrandir. Mais s'il n'y a pas ça, c'est quelque chose de bidon quelque part. Et, et la problématique est justement que s'il y avait le cœur du RIC, on pourrait ensuite décider de l'agrandir, mettre par exemple le référendum révocatoire. Si des gens le voulaient, ils pourraient lancer une initiative pour mettre dans la Constitution la possibilité d'un référendum révocatoire, et puis le peuple voterait pour ou contre, et puis ce sera accepté ou refusé. Seulement en France, il n'y a pas ce cœur du RIC, évidemment, et il y a cette difficulté de... Bon, il n'y a pas l'outil pour introduire le RIC, parce qu'il faudrait justement avoir ce RIC, au moins le cœur du RIC, pour pouvoir l'introduire lui-même. Donc c'est tout le thème de cette vidéo, de savoir comment, malgré cette difficulté, euh, introduire le RIC en France, ou au moins faire des pas dans cette direction. Et ben voilà, je te pose la question, est-ce que tu as des idées sur comment on pourrait procéder pour introduire le RIC en France? Quelles seraient les voies pour introduire le RIC en France? Alors, il y a plusieurs voies possibles. Un petit écho là. Disons il y a des grandes familles stratégiques, j'appelle ça comme ça, et ensuite il y a des sous-stratégies. Alors il y a 4 grandes familles stratégiques. La plupart de celles sur lesquelles je bosse moi sont les stratégies légalistes. Alors là, il y a plusieurs façons, mais je vais y revenir après. Donc c'est comment introduire le RIC en utilisant le système qui existe, quoi. Et ensuite, il y a les stratégies insurrectionnelles, les stratégies indépendantistes ou sécessionnistes, et il y a les stratégies opportunistes. Donc là, c'est un petit peu plus vague encore.
insurrectionnel, ça c'est quelque chose qui a beaucoup été essayé, mais qui à mon avis a plus d'inconvénients que d'avantages. Donc je dis pas que je n'y réfléchis pas parce que justement parce qu'il y a des inconvénients, c'est-à-dire un gros risque, j'y réfléchis parce que pour mes concitoyens qui sont beaucoup dans cette démarche de renverser le pouvoir, en fait, voilà, j'ai des craintes pour eux, quoi. Donc, je m'y intéresse, mais c'est vraiment pas mon cheval de bataille. Ça, personnellement, stratégiquement, ça m'intéresse pas trop. Euh, les stratégies indépendantistes, donc là, c'est pareil, c'est à la limite de la légalité en France. C'est pas quelque chose qui est tout à fait autorisé. C'est quoi exactement? Stratégie indépendantiste, ça veut dire une autre Bah, ça, partie de la France qui déclarerait son indépendance ou quelque chose comme alors, ça? ça pourrait passer par quelque chose comme ça. Il y a l'écho qui est revenu. Effectivement, ça pourrait potentiellement être une zone de la France qui déclare son indépendance, mais en fait, c'est pas forcément géographique. Ça peut être des citoyens qui décident, par exemple, j'ai des exemples en tête, d'utiliser un autre système monétaire et d'utiliser de moins en moins l'euro, par exemple. C'est une stratégie indépendantiste. Et Ok. fait indépendamment de l'État, quoi. Euh, et donc là, ça pourrait être, par exemple, une idée de remplacer le système existant en faisant émerger en parallèle, sans le gêner, euh, un autre système pour le promouvoir, pour lui donner sens. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'obéit plus aux lois de l'État, évidemment, hein, mais ça veut dire qu'on construit quelque chose qui est indépendant du système actuel. Donc là, tu parles, est-ce que, si j'ai bien compris, tu parles de la possibilité que les citoyens, le peuple lui-même, organisent des référendums d'initiative citoyenne, Et c'est se les ça? applique à lui-même. Oui. Et les applique, t'as dit? Et les applique Il lui-même? se les applique à lui-même, ouais. Sans attendre que Ok. la volonté vienne de l'État, c'est-à-dire que eux, ils ont un résultat, ils trouvent que le résultat est bon, et dans la mesure où ça ne rentre pas en contradiction avec les lois du pays, ils ont le droit de se l'appliquer eux-mêmes. Ok, tu dis dans la mesure où ça rentre pas en contradiction avec le loi du pays, donc quelque part, on est encore dans le légaliste, là. Euh, Disons qu'ils pourraient décider de ne pas respecter les lois, mais déjà je les y encourage pas parce que ça risque de leur causer des problèmes. Mais en fait, il y a une difficulté, il y a une difficulté après au niveau de la légitimité, parce que ça c'est un truc, bon, c'est très personnel, mais moi je suis à fond dans la stratégie de légitimité. Pour Ok. moi, Ouais. il faut qu'on passe par une légitimité, donc légitimité de la conscience populaire, de la décision populaire, de l'outil du RIC en lui-même. Donc, euh, donc évidemment, si on se met à ne pas respecter les lois, euh, comment vouloir prétendre changer le système pour un nouveau qu'il faudra respecter? C'est voilà, c'est donc pour moi, il ne faut pas trop jouer sur les deux tableaux. Il vaut mieux rester dans une stratégie 100% légaliste. Après, voilà, c'est personnel. Je sais qu'il y en a plein qui pensent que ça ne marchera pas. Moi, je pense que ça reste quand même la meilleure solution. Ok, donc tu Et as donc, présenté enfin, le type insurrectionnel et indépendantiste, tu l'as présenté, mentionné, sur, pour être complet, pour être exhaustif dans la liste, ouais, mais c'est les alternatives qui existent et qui sont soutenues par des gens. Moi, les projets dont je m'occupe sont tous sur des stratégies légalistes, mais c'est pas pour autant qu'on réfléchit pas. Justement, je vais en venir à la stratégie opportuniste. Donc, la stratégie opportuniste laisse la porte ouverte à toutes les autres stratégies, dont l'insurrectionnel, l'indépendantiste et toutes les stratégies légalistes. Euh, donc, l'idée là, c'est d'être prêt pour le jour où, par exemple, là, on a cru un petit peu avec les Gilets jaunes que, d'ailleurs, ça a été une opportunité, clairement. Hein. Jamais on a autant parlé du RIC dans les médias français, c'est parce que
tous les partisans du RIC et les Gilets jaunes ont saisi ce mouvement à la base qui était un mouvement de révolte contre une hausse des taxes. Avec la multiplication des revendications, ils ont saisi l'occasion en fait de promouvoir un outil qui permet d'obtenir toutes les revendications que le peuple en colère avait en tête, quoi. Donc ça, c'est typiquement de la stratégie opportuniste. Euh, la difficulté, c'est que ça se contrôle pas, quoi. L'opportunité, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va venir. Ok, ouais. Après, toutes les stratégies légalistes sont des stratégies très organisées et vu qu'elles sont légales, au grand jour, c'est public, quoi. Donc c'est plus facile de s'organiser sur une base légaliste que dans les autres stratégies, quoi. Ok, donc là, tu as dressé un peu disons, le tableau général des possibilités. Et puis, tu dis que donc, tu travailles surtout sur les voies légalistes. Donc, on va maintenant approfondir ces voies-là. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur des voies légalistes? Alors là, j'ai pas de liste exhaustive, mais j'ai les principales qu'on a ressorties, quoi. Le grand classique de notre système, c'est l'élection. Donc, quand on pense instauration du RIC, généralement, on pense présidentielle ou législative, puisque l'article 89 dit que la révision de la Constitution appartient au président et au Parlement. C'est les deux voies par lesquelles on peut passer. Donc l'Assemblée nationale et potentiellement le Sénat, mais vu que c'est une élection indirecte, du coup c'est un petit peu différent dans le cas du Sénat. Donc là, ce serait faire émerger un candidat du RIC. Euh, Moi, je travaille avec donc Yvan Bachot depuis pas mal d'années maintenant, et lui s'est déjà présenté. Bon, il a arrêté ça parce qu'il y croit plus trop, mais il s'est déjà présenté au présidentiel pour faire connaître le RIC à une époque où quasiment personne n'en parlait, quoi. Donc c'est quand même une stratégie de communication très intéressante, hein. Même si on perd une présidentielle, c'est quand même une occasion de passer à la télé, d'avoir des clips et tout ça. Donc c'est quand même une stratégie plutôt intéressante. Et donc les législatives, pareil, et cette stratégie-là, elle pourrait se combiner, c'est-à-dire qu'on peut avoir une stratégie globale d'agir d'une certaine manière aux présidentielles pour agir d'une autre manière aux législatives qui suivent, parce que maintenant elles se suivent à chaque élection présidentielle, on a les législatives derrière. Donc ça c'est pour l'élection. Ensuite, la réforme par le pouvoir en place. Donc ça je dirais que c'est celle sur laquelle j'ai plus travaillé, même si je sais que c'est pas la plus facile parce que le pouvoir va tout faire pour résister, que ce soit avec des faux arguments ou peut-être pire selon comment ça évolue. Le fait d'introduire un vrai RIC, comme tu dis, avec le cœur du RIC, donc la possibilité de modifier la Constitution, euh, les gens qui sont au pouvoir, c'est pas le truc voilà, qui vont accepter très très facilement. Euh, Ensuite, il y a la constituante. Il y a deux pouvoirs constituants en France. Après, ça, c'est pas encadré par la Constitution. Il y a quelque chose qui est encadré, c'est le fait de réviser la Constitution. C'est l'article 89 qui dit comment réviser la Constitution. Mais la Constitution n'encadre pas comment réviser entièrement, c'est-à-dire ce qu'on appelle le pouvoir originaire. C'est donc réécrire entièrement une Constitution. Et ça, notre Constitution ne le prévoit pas. Donc ça pourrait potentiellement se faire, et c'est comme ça que ça s'est fait dans l'histoire aussi souvent, en dehors des règles constitutionnelles établies. Donc, il y en a certains qui militent pour une constituante élue, d'autres tirée au sort, d'autres une constituante avec, avec en gros un réseau d'assemblées citoyennes. Donc il y a différentes possibilités à étudier. Et puis quand on dit élection, ça ne veut pas forcément dire non plus avec des candidats.
parce que pour moi, le risque de l'élection, c'est la candidature, c'est-à-dire que c'est donner le pouvoir à ceux qui le veulent. Et donc, il y aurait des possibilités de faire des élections sans candidat, par exemple, ou alors de mélanger le Attends, tout juste là, dans un processus complexe. élection sans candidat, ça veut dire quoi? Ça veut dire que personne n'a le droit de se présenter, il n'y a pas de liste de candidats, tout le monde a la possibilité de déléguer son pouvoir ou pas euh, à qui ils veulent. Et dans le principe, par exemple, de démocratie liquide, dans ce cas-là, en fait, on délègue son pouvoir à une personne qui peut le déléguer à quelqu'un d'autre. Et donc, en fait, de fil en aiguille, comme ça fait comme Ok, s'il y avait une élection, mais personne ne s'est porté candidat. ok, Et il rajoute aussi la possibilité de récupérer son vote. ok. Donc voilà, c'est des techniques qui ont été étudiées notamment par le Parti Pirate, mais qui montrent aussi, c'est pour ça que je dis que pourquoi pas faire un mélange des différents systèmes, parce que ça montre ses défauts, c'est-à-dire que si c'est mal géré, en fait tout le monde va déléguer la voix à quelqu'un qui va la déléguer à quelqu'un qui va la déléguer à quelqu'un, et puis au final ça revient au même que si on avait fait une élection, parce que c'est les gens les plus connus qui obtiennent les voix de tout le monde. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'un mélange des différents systèmes pourrait être à étudier, mon préféré restant le tirage au sort intégral. Euh, Notamment, c'est ce que dit Yvan Bachot, si on passe par un tirage au sort intégral, étant donné que 83% de la population française est pour le RIC, bah, du coup ils vont instaurer le RIC par la constituante, quoi. C'est un petit peu ça, sa stratégie sur la constituante. Et donc finalement, et là on rejoint un petit peu, donc j'arrive au quatrième point de mes stratégies légalistes, c'est l'élection locale. Alors ça, tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais justement, comme je parlais de stratégie de légitimité, en gros, pour contredire les arguments euh, les plus simples, hein, ceux qu'on entend, c'est-à-dire les citoyens ne sont pas capables, ils ne veulent pas voter tous les 4 matins, comme si le RIC c'était forcément un référendum par semaine, quoi. Pour prouver que tous ces arguments sont faux et que les citoyens sont réellement capables, et aussi donner envie aux citoyens, ça c'est une notion importante, euh, de participer activement, quoi, hein, d'être à l'initiative de mesures et tout. Le fait de passer par des élections locales pour mettre en place, dans le cadre de la loi toujours, ce qui n'est pas très très simple parce qu'on a une constitution et des lois organiques qui sont faites en gros pour empêcher les citoyens, même localement, de prendre des décisions. Et donc le fait ça pourrait passer donc soit par l'élection de candidats du RIC localement, soit faire pression sur les élus locaux pour qu'ils acceptent de mettre en place des processus d'initiative et de décision populaire, quoi. Ok, ouais. Voilà. Mais effectivement, comme tu l'as dit, le pouvoir local en France est relativement faible. Non seulement il est faible, mais en fait il y a une phrase qui dit que les collectivités territoriales s'administrent librement. Et donc librement, ça veut dire que la population n'a pas le droit de les contraindre. Ah, ok, ok, ouais. Euh, d'accord, donc là on a les quatre types ou sous-types d'action légaliste. Euh, les, je sais pas si on veut les prendre dans l'ordre ou bien ou remonter depuis le dernier. Le, Prenons-les dans l'ordre. L'élection, donc il y a le présidentielle et législative. Au fond, la voie absolument royale, ce serait l'élection présidentielle. Euh, oui, dans ce cadre-là, oui, en partant du principe
que même s'il n'a pas une majorité législative, il passera par référendum pour l'instaurer, quoi. Et ça, il me semble qu'il y a un doute là-dessus. Est-ce que c'est possible? Parce que, disons, le Général de Gaulle a fait des référendums pour modifier la Constitution, Mhm. mais on entend dire maintenant que, au fond, l'interprétation actuelle de la Constitution est qu'il n'aurait pas eu le droit de le faire. Et donc, Ça n'a pas été prévu pour ça, en tout cas. ouais, donc on entend dire maintenant plutôt que, enfin, le Conseil constitutionnel pourrait à la limite s'opposer. Oui, de toute façon, le Conseil d'État et le Conseil constitutionnel restent un faux semblant de contre-pouvoir qui est en fait je dirais un conservatisme du pouvoir. Euh, mais ce qu'il faut voir aussi, c'est le mouvement général euh, et le fait que le Conseil constitutionnel, comme tout organe, est quand même sensible à la pression populaire. Et en gros, même le Conseil constitutionnel pourrait être réformé. Donc, si on est dans une telle situation où on arrive à faire élire le candidat du RIC, il a plusieurs moyens pour s'en sortir, mais disons que c'est quand même le président, et justement parce qu'on est dans cette 5e République avec un président tout-puissant, il a quand même toutes les chances de son côté pour arriver au bout, quoi. Il pourrait se référer au général de Gaulle, qui est quand même une référence, qu'on aime ou pas, mais qui est une référence quand même. Il ne serait pas le premier à le faire, disons en tout cas. Et une chose auquel je pensais, je me disais, si le cas le plus favorable, ce serait par rapport au Conseil constitutionnel et tout ça, au cas où le Conseil constitutionnel s'opposerait à ce qu'un candidat RIC qui a été élu à la présidence fasse un référendum pour introduire le RIC, pour demander aux citoyens et aux citoyennes s'ils veulent introduire le RIC. Il me semble qu'il y a une configuration où, en tout cas, ça ne devrait pas poser trop de problèmes, c'est si un candidat était élu sur le mandat uniquement d'introduire le RIC. S'il s'engageait à démissionner après avoir introduit le RIC. Dans ce cas-là, il me semble que ce serait très difficile pour le Conseil constitutionnel de dire qu'il n'a pas le droit de faire ce référendum pour introduire le RIC. Bah, le principe de la démission, il est quand même, il peut quand même être encadré lui aussi. C'est sûr on peut pas forcer quelqu'un à rester en poste, mais normalement il y a des conditions pour accepter d'être candidat et pour que la candidature soit acceptée quand même. Après, c'est sûr qu'une fois qu'il est en place, il démissionne. Mais si ça fait partie de son programme de démissionner, on l'a déjà vu dans certains programmes, euh, et que la chose fait peur au pouvoir, peut-être qu'ils vont remettre en cause sa candidature. Ça, je sais Ouais. pas, c'est assez délicat, quoi. Euh, Moi, je m'y intéresse assez peu à cette histoire d'élection présidentielle. Parce que j'y crois pas beaucoup. Je crois plus à la limite aux législatives. Euh, Disons que déjà il faudrait qu'on ait le candidat. Mhm. Donc voilà, pour l'instant, nous en France, de grands démocrates connus de la population, qui n'a pas de casserole, qui n'est pas issu d'un parti qui date de Jérusalem, ça on n'en a pas. Donc le candidat, la tête qui ressort, pour l'instant on l'a pas. Et ensuite, il y a aussi tous les problèmes de propagande médiatique, financement de campagne et tout ça. Disons que c'est pas un petit projet, quoi. Si on était à l'aube de ce projet-là, ça se saurait. Et puis si le, ouais, ça effectivement, c'est la voie royale si elle est ouverte, mais elle peut aussi être fermée à ce moment-là, pas praticable. Mais une question quand même encore sur la voie présidentielle, c'est, tu disais il faut avoir un candidat, mais on pourrait imaginer
au fond, de n'avoir aucun candidat qui veut vraiment introduire un référendum d'initiative citoyenne, mais qui, comme ils sont en concurrence les uns avec les autres, de les mettre quelque part en concurrence les uns avec les autres pour qu'ils s'engagent quand même, de façon solennelle, à introduire le référendum d'initiative citoyenne, bien qu'ils ne le veuillent pas, parce qu'ils se disent sinon je serai pas élu. C'est un peu comme on se nettoie deux. Si on a les deux mains sales, on peut quand même se les nettoyer un peu en les frottant l'une contre l'autre, quoi. C'est un peu ça l'idée. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, ouais, c'est une possibilité qui, qui pourrait aller le premier tour et le second tour, qui pourrait aussi aller entre les présidentielles et les législatives. Donc c'est le fait de s'appuyer sur le fait par rapport au RIC. Donc fut un temps, en 93, il était au programme de tous les partis. Aujourd'hui, il est quand même au programme de la majorité des partis, donc avec des qualités différentes, hein, et voire très approximatifs, c'est-à-dire qu'ils disent RIC à 1%, mais aucune modalité n'est définie, donc ça veut rien dire en fait. Ils disent pas clairement s'il est constituant ou pas, etc. Mais ça, peut-être que la pression populaire pourrait faire le boulot. Et, euh, et donc on a différentes possibilités. Il y aurait donc de mettre en concurrence pour le second tour deux partis qui défendent le RIC corps et âme de par la pression populaire, qui est en fait une pression électorale pour le coup, hein, c'est pas descendre dans la rue, hein, c'est dire si tu mets pas le paquet sur le RIC, je vote pas pour toi, quoi, et que ça ressorte dans les sondages, etc., jusqu'à leur faire peur en fait. Mhm. Et, euh, et donc dans ce cas-là, bah, à mon avis, ça peut être très intéressant, ne serait-ce que parce que du coup, on aurait une élection avec le RIC au cœur du débat. Et donc du coup, un petit peu comme il y a eu avec les Gilets jaunes, c'est une occasion de faire connaître le RIC, que les gens se renseignent sur le RIC. Et plus les gens seront renseignés, moins il y aura de gens qui en auront peur, et plus les contre-arguments deviendront automatisés. Voilà, les gens apprendront à parler du RIC, quoi. Donc ça peut être intéressant au niveau du second tour. Dans le premier tour, évidemment, mais de toute façon, c'est quasiment devenu un incontournable. Si tout le monde l'a au programme, c'est parce qu'ils savent que ça rapporte des voix, hein. Donc, donc, a priori, pour le premier tour, à part que maintenant, il y a une nuance, c'est que ceux qui sont le plus proches du pouvoir ont tendance à parler de RIP, donc parlementaire, amélioré, voire de référendum d'initiative partagée. C'est le cas de Macron, enfin le gouvernement en entier, mais au nom de Macron, a fait une proposition de loi avec un référendum d'initiative réellement partagé, donc où les citoyens pourraient être à l'initiative des propositions. Donc ils sont peut-être moins tous pour le RIC qu'en 93, mais il y a quand même moyen d'en faire une centralité pour le premier tour. Pour le second tour, ça peut être un jeu de concurrence entre les deux candidats qui restent. Et après, il y a aussi l'histoire de la coalition et l'histoire de la cohabitation. Donc, il serait imaginable, en fait, d'élire un président, quel qu'il soit, qui a le RIC au programme, et aux législatives d'après, en fait, on lui coupe l'herbe sous le pied et on lui donne pas de majorité. Et dans ce cas-là, il est fort probable que la seule chose que ces deux partis, entre guillemets, enfin, le candidat et son parti et la majorité à l'Assemblée nationale, n'aient qu'une seule chose en commun, qui soit populaire, le RIC. Et donc du coup, ça devient difficile pour eux de ne pas mettre en place un RIC, quitte à ce que ce soit pas le RIC parfait, parce que la protection du pouvoir, c'est quelque chose qui leur tient à cœur, donc ça on en avait déjà parlé, le chemin des bidons.
il est fort probable que le premier RIC qu'on mette en place, c'est-à-dire que si c'est pas notre candidat du RIC, on fait pression sur des candidats pour qu'ils mettent en place le RIC, que le RIC qu'ils mettent en place ne soit pas parfait. Ça paraît quand même une option. Probable. Parce que pour l'instant, parmi les partis qu'il y a en France, est-ce qu'il y en a un qui propose un véritable RIC? Qui a un véritable RIC, ils ont des RIC dans leur programme, mais un qui est un véritable RIC et puis enfin, explicitement avec, qui est assez détaillé pour qu'on voie que c'est un véritable RIC. Alors on l'a cru pour certains, certains le pensent toujours. Euh, Mais moi, je suis pas du genre à lire les programmes et les sites internet, je suis plutôt du genre à lire les propositions de loi. Et malheureusement, pour l'instant, aucune proposition de loi n'est satisfaisante. Pourtant, il y en a eu un paquet. Il y a des choses intéressantes, mais tu parles du cœur du RIC, il n'y a personne qui est très clair là-dessus. Par exemple, les républicains, eux, ils sont contre le référendum constitutionnel. La France insoumise, eux, ils ont dit qu'ils étaient pour, mais ils l'ont pas mis dans la proposition de loi. Le Rassemblement national n'en parle jamais. Il parle de RIC à 1% ou je sais pas quoi, mais il donne jamais les détails, donc on ne sait pas. L'UPR, il y en a qui pensent que oui et d'autres ont des arguments pour dire que non. Mais pareil, ils sont jamais très clairs. Une fois, je crois Asselineau a dit que évidemment qu'il était constituant, mais en fait, il propose un contrôle du Conseil constitutionnel et le Conseil constitutionnel, il n'est pas apte à juger les révisions constitutionnelles. Il s'est auto-déclaré inapte. Donc, Bon, c'est assez logique parce que le Conseil constitutionnel, s'il regarde si c'est compatible avec la Constitution, c'est un peu bizarre quand il s'agit justement de modifier la Constitution. alors oui, sur le papier, ça peut paraître complètement impossible, mais en fait, il y a des cas où il faut respecter la Constitution, même pour une révision constitutionnelle. C'est-à-dire qu'il faut respecter le reste de la Constitution, notamment le bloc de l'égalité, donc les droits de l'homme, la charte de l'environnement et le préambule de 46. Ça fait partie de la Constitution, tout ça, et c'est pas parce qu'on change la Constitution qu'on peut ne plus respecter ces choses-là. Donc il y a quand même une certaine logique à avoir un contrôle constitutionnel, mais a priori, quand on veut mettre un filtre comme ça, c'est qu'on veut pas donner les pleins pouvoirs de révision à la population, quoi. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais j'ai pas exactement compris ce que tu as dit. Tu as dit qu'il y a certaines choses qu'on ne devrait pas pouvoir toucher ou que Ah, qu'on ne peut pas. on ne peut pas. Bah oui, par exemple, les droits de l'homme, on peut pas les modifier en modifiant la Constitution, à moins de retirer les droits de l'homme de la Ouais, Constitution. justement. Donc elle est dans la Constitution. Donc c'est. Et on peut pas les modifier. Ouais, Donc, ouais, c'est clair. réviser les droits de l'homme. Ouais, c'est clair. Ouais. D'accord. Donc au fond, il y a aucun parti qui propose de façon claire et nette un véritable référendum d'initiative citoyenne avec le cœur du RIC dedans. Et ce qui se jouerait, disons, par la voie de l'élection, sauf à ce qu'émerge un candidat vraiment pro-RIC, sauf dans ce cas-là, ce serait plutôt de mettre en compétition des partis qui veulent pas vraiment le RIC, mais qui sont un peu obligés, essayer de les mettre sous pression pour être élus, ils s'engagent quand même à introduire ce référendum d'initiative citoyenne qui risquerait d'être celui de leur programme, c'est-à-dire pas un véritable référendum d'initiative citoyenne, mais ben ça, tu parlais du chemin des bidons, donc l'idée, c'est pas vraiment c'est pas un véritable référendum d'initiative citoyenne, donc ça reste un bidon, mais en améliorant, en passant de quelque chose de bidon à quelque chose de moins bidon, on pourrait converger à terme
vers un véritable référendum d'initiative citoyenne. Une amélioration successive, c'est très probable en France. Moi, je pense que ça passerait par là beaucoup. Et toujours dans ma stratégie de légitimité, ça s'insère bien, quoi. C'est faire les preuves, donc faire les preuves de la capacité des citoyens et en parallèle faire la preuve de l'incapacité de l'outil qu'on a déjà, ce qui est le cas avec la pétition pour demander un référendum contre la privatisation d'ADP, où là, en fait, moi, je souhaite absolument qu'on arrive à atteindre ces signatures, donc 4 700 000 et quelques signatures, pour prouver que l'outil est inefficace, parce que, en fait, il suffit d'un simple examen à l'Assemblée nationale et au Sénat, et il n'y aura pas de référendum. Et tant que les gens qui ne s'intéressent pas de près à tout ça pensent qu'il existe une voie citoyenne, démocratique pour faire les choses, on ne va pas y arriver. Donc, prouver que les outils sont inefficaces et les améliorer au fur et à mesure, ça me semble être une très bonne stratégie dans le sens où déjà on n'a rien à y perdre, c'est-à-dire que l'outil il est là, autant essayer de l'utiliser. Si on n'arrive pas à l'utiliser, ça donne la preuve qu'il n'est pas bon l'outil, et comme ça pourrait être amélioré. Et en plus, d'ailleurs c'est le cas là avec la proposition de Macron pour réviser le RIP, euh, pour ne pas nous donner le RIC, notamment constituant, voire en toute matière que l'on souhaite, ils sont prêts à améliorer l'autre outil pour nous dire le RIC c'est trop, alors on va vous améliorer le RIP, et dans sa proposition, donc l'initiative deviendrait potentiellement citoyenne. On passerait de 4,7 millions de signatures à 1 million, et on passerait de 185 parlementaires à 93 parlementaires. Donc d'un seul coup, si les citoyens peuvent faire la proposition qu'il suffit de trouver 93 parlementaires qui sont d'accord avec, alors dans pas mal de cas, ça va être possible ça. Donc ça devient intéressant. Reste le problème de cette fameuse phrase si la proposition n'a pas été examinée par les deux chambres, le président la soumet à référendum. En fait, moi ma stratégie c'est de recoller au projet de 93. C'était Georges Vedel qui avait écrit le texte à l'origine. Et le texte disait, si la proposition n'a pas été adoptée par les deux chambres, le président la soumet à référendum. Et donc en fait, si par exemple cette nouvelle version, et même si elle n'est pas adoptée d'ailleurs de l'article 11, qui d'ailleurs se fait décaler dans un autre titre dans la réforme qui est proposée là, si on change juste un mot, on peut faire en sorte d'avoir un presque RIC. Et ce sera, là dans le chemin des bidons, ce sera une grande avancée, c'est-à-dire que après il y a des choses qui ne sont pas claires constitutionnellement, parce que le Parlement peut proposer une révision constitutionnelle. Le président aussi. Normalement, c'est pas fait pour passer par l'article 11, mais a priori, c'est possible. Par contre, si cette réforme elle passe et que du coup les citoyens sont à l'initiative, et bah du coup ça ne respecte plus l'article 89 qui dit que l'initiative de la révision appartient au Parlement et au président. Donc peut-être qu'on n'aurait toujours pas la possibilité de modifier la Constitution, même avec ce chemin des bidons là tout de suite. Peut-être qu'il faudrait encore changer d'autres choses, mais pour moi, c'est vraiment une très bonne voie, et pas que au niveau national. On a un chemin des bidons qui a commencé aussi au niveau local, où en fait, c'est le droit de mettre à l'ordre du jour de l'exécutif local une demande de consultation.
Alors, la formule est compliquée, mais ça explique bien à quel point le truc est torturé. C'est qu'en fait, alors le maire, il a le droit, lui, de faire un référendum local, mais donc c'est son initiative validée par le conseil municipal et ensuite il y a un quorum de 50%, mais il faut que le maire soit d'accord. Par contre, actuellement, on peut demander donc au conseil municipal, par exemple, de statuer sur une demande de consultation. Donc on a déjà un début de quelque chose là aussi qui pourrait être amélioré et ça peut potentiellement toucher plus de gens dans l'intérêt de la population, quoi, parce que il y a beaucoup de gens pour qui la Constitution, par exemple, c'est quelque chose de très lointain et d'inaccessible et auquel ils n'ont jamais réfléchi. Par contre, la vie de leur commune, c'est quelque chose qui les touche au quotidien. Donc là aussi, améliorer le RIC à échelle locale pourrait être une possibilité. Donc en Suisse, vous avez vu que vous êtes une fédération ou confédération, vous avez des constitutions de cantons. Et ça pourrait être une possibilité aussi, c'est-à-dire que les gens se mettent à légiférer sur leur localité avec le temps, parce que si on n'accède pas à la voie royale, il va bien falloir essayer toutes les autres possibilités, quoi. Donc le chemin des bidons, pour moi, doit être tenté à tous les niveaux, par rapport au RIP, par rapport au fait d'obtenir un RIC qui serait pas formidable, et par rapport donc à ces consultations locales qui pourraient aussi évoluer. Ouais, je crois que c'est vraiment important de ne pas snobber les riz qui sont encore bidons, ou qui sont pas de véritables riz, parce que simplement c'est pas si facile que ça d'introduire le RIC en France et peut-être effectivement c'est ce chemin des bidons qui est le bon et il faut simplement pas perdre de vue ce qu'est le véritable RIC. À chaque moment, quand on demande le bidon un peu meilleur que le bidon précédent, il faut pas perdre de vue que ça reste quand même bidon et que c'est un chemin qui doit être terminé avec. Alors, euh, il ne faut pas demander le bidon. C'est-à-dire que c'est parce que on demande la Lune qu'on va nous donner une étoile. Ok. Si on demande l'étoile, ils vont nous dire bon maintenant vous êtes content, arrêtez quoi. Alors que par exemple, c'est le cas de la réforme du RIP proposée par Macron là, c'est parce qu'on a demandé le RIC en toute matière qu'il a pondu cette réforme. C'est justement Ah, ah. pour sauver les meubles et dire je vous ai écouté, j'ai pondu un truc qui correspond à peu près à ce que vous avez demandé. Et donc, pour moi, il faut quand même continuer à en demander beaucoup. Ah ouais, Il faut rester exigeant. c'est juste, ouais. Toujours demander le véritable RIC, mais pas snobber les RIC bidons qu'on reçoit pour faire patienter, quoi. Ok, donc bon, on a couvert, je crois, plusieurs de ces sous-catégories. Là, on a parlé d'élections, on a parlé réforme par le pouvoir en place. Est-ce que tu avais autre chose à ajouter? Sur le pouvoir en place, la réforme, bah c'est complexe. C'est comment dire. Il faut être suffisamment au point sur les modalités pour être fort dans la négociation, parce qu'en fait, c'est une affaire de négociation où certes il faut faire céder le pouvoir sur la réforme, mais il faut absolument savoir de quoi on parle et il ne faut pas obtenir et se satisfaire d'un RIC trop bidon. Donc, donc moi, je pense que c'est toujours utile. Par exemple, chez Article 3, on
ne se prononce pas sur les modalités, même si on a tous des opinions. Mais je pense que c'est toujours utile d'en discuter. Il faut que dans le débat social, ce soit quelque chose qui soit généralement discuté, histoire qu'on avance sur des modalités et que le pouvoir en place sache que s'il nous propose quelque chose qui est trop mauvais, ça ne va pas nous satisfaire. Faut pas qu'ils pensent pouvoir nous endormir avec un RIC super bidon, genre ce qu'ils ont fait à l'époque où personne n'en parlait, les gens avaient très peu de connaissances sur le RIC, même les médias et tout, hein. Euh, donc c'est Sarkozy qui a mis en place le référendum d'initiative parlementaire. Hollande a dit mon prédécesseur qui a mis en place le référendum d'initiative populaire, et les médias l'ont répété sans se poser de questions. Bah oui, il est populaire, il y a les citoyens dans la démarche, mais ils n'ont même pas réfléchi à la phrase d'initiative populaire, quoi. Donc il faut quand même que le niveau soit suffisamment élevé pour pas qu'on aille dans la direction d'une arnaque totale, voire pire, une régression. Parce qu'en améliorant le RIP, par exemple, on pourrait le rendre encore moins efficace qu'il est à l'heure actuelle. Ça paraît fou, mais je suis sûr que c'est possible. En tout cas, c'est vrai qu'il y a le risque, dans ce chemin des bidons, il y a quand même le risque de l'enfumage, où on a l'impression, enfin, où le pouvoir, bah, s'il fait une concession, c'est pour donner l'impression qu'il a fait le tout. Et il a quand même beaucoup de leviers pour communiquer, donc il y a ce risque d'enfumage. Mais sur la réforme par le pouvoir en place, ce qui me paraît très difficile, notamment en France, où le président a tellement de pouvoir, c'est qu'au fond, le président fait ce qu'il veut. On ne peut pas tellement le forcer. Bon, tu me diras, ben, il y a juste l'exemple maintenant, avec, c'est ça que tu as en tête, par exemple, ce que Macron va faire avec le faussement nommé référendum d'initiative partagée. Ça serait un exemple là de pression pour qu'il y ait une réforme par le pouvoir en place. Bah, lui ou un autre. Disons que de toute façon, il y a une demande populaire qui est énorme. Donc pour satisfaire cette demande populaire, quel que soit le président qu'on ait, parce que là il vient de déposer au mois d'août sa proposition de réforme, mais elle va pas être traitée tout de suite. Elle va même peut-être pas être traitée pendant son mandat. Peut-être que justement il va se la garder sous le coude pour le mandat d'après. Mais ce qui ne veut pas dire que ça va être lui au mandat d'après. Donc peut-être que ce sera quelqu'un d'autre qui va récupérer une proposition similaire. Euh, mais quoi qu'il arrive, en gros, je parlais de pression populaire électorale. Ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument maintenir. Euh, donc là, je pourrais même envoyer un message à tous les encartés. Euh, si vous êtes pour le RIC, mettez la pression en interne, quoi. Il faut absolument que tous les partis mettent le RIC au cœur de leur programme. Parce que, par exemple, il y a beaucoup de partis qui ont le RIC dans leur programme, histoire de dire m'embêtez plus avec le RIC, je l'ai mis dans le programme. Mais par exemple, dans la profession de foi, qui est le seul document officiel, bah, il n'y est plus. Ouais, donc, Donc, faut maintenir la pression, et donc ça passe par l'intérieur des partis, l'extérieur des partis, euh, et potentiellement avec les abstentionnistes également. Parce que, en gros, ce qui peut faire la victoire à une élection, c'est le fait d'avoir réussi à mobiliser des abstentionnistes. Et donc, si les abstentionnistes font savoir que s'il y avait un candidat pro-RIC avec un vrai RIC, ils voteraient, et ben, ça forcerait tous les candidats à essayer de récupérer ces voix-là. ouais, effectivement. Ok, donc là, on peut passer peut-être au point suivant sur la constituante. Mhm. Et bon, ma première réaction là, c'est que, comment dire, vouloir obtenir une constituante, me paraît encore beaucoup plus difficile que d'obtenir le RIC. Donc ça,
Parce que le RIC, ça serait de changer sur un point crucial, mais un point, tandis que la constituante, elle referait toute la constitution. Pas Donc, forcément. pardon? Pas forcément. Ok, ça pourrait être une constituante qui ferait qu'une chose, c'est d'introduire le RIC, par exemple. Ouais. C'est ce qu'on appelle en droit le pouvoir constituant dérivé, où là il s'agit non pas de recréer une constitution à partir d'une feuille blanche, mais de modifier une partie, et ça pourrait même, dans les propositions que j'ai faites, moi il y en a une qui ferait moins peur que le RIC constituant, parce qu'en fait, l'Assemblée constituante est convoquée sur cahier des charges. Donc elle n'est pas libre de ces modifications. Là où le RIC constituant permet par la suite de modifier on ne sait quoi, et peut potentiellement faire peur à certains, si la convocation de l'Assemblée constituante est collée à un cahier des charges, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de modifier tel article ou de toucher à telle thématique, ou voilà, s'ils ont un cahier des charges précis, personne n'aura peur que, par exemple, quelque chose que j'ai beaucoup lu, de supprimer les droits de l'homme ou de revenir sur les libertés fondamentales, c'est quelque chose qui fait peur à beaucoup. Ben, si c'est écrit dans le cahier des charges de l'Assemblée constituante qu'elle n'a pas le droit de faire ça, cette peur disparaît automatiquement, quoi. Mhm. D'accord, ouais. Donc ça peut être intéressant. Euh, D'ailleurs, ça fait aussi partie des... Parce que j'ai relu là, toutes les consultations qu'il y a eu sur le RIC. Euh, Beaucoup de gens sont justement pour, par exemple, protéger les libertés fondamentales. Et on pourrait très bien, de la même manière, avoir un RIC qui exclut donc certains sujets, ou alors avec avec des seuils de déclenchement plus hauts pour certains sujets, ou alors avec un quorum sur certains sujets et pas sur d'autres, ou alors carrément qu'il faille un pourcentage de oui énorme. Euh, Moi, disons que j'aime bien l'idée qu'il y ait beaucoup plus que 50% qui est voté oui, euh, parce que le 50-50, ça me va pas, quoi. À la limite, moi, les quorums de participation m'intéressent pas beaucoup. Par contre, les majorités qualifiées m'intéressent assez, euh, dans le sens où 49,999% de pas d'accord, je trouve ça un petit peu limite, quoi. Le problème des majorités qualifiées, c'est que parfois, tu n'arrives pas à prendre de décision. Parce qu'il y a, comment Peut-être dire, qu'il faut une meilleure proposition. ouais, ouais. Parce que oui, 49,9% de mécontents. Disons que moi, dans les techniques que j'utilise, donc dans mes cheminements politiques, j'ai commencé à m'intéresser aux assemblées citoyennes, aux ateliers constituants et tout ça. Et j'ai étudié les méthodes d'intelligence collective, et je suis tombé notamment sur des techniques qui utilisent le consentement. Et le consentement, ce qu'on recherche, alors ça c'est les chiffres qui sont dans l'holacratie, mais en gros c'est moins de 20% de désaccord, plus des conditions qui s'y ajoutent. Donc en fait on est dans une majorité qualifiée à 80%. Et ça fonctionne, c'est-à-dire que si on passe par les bons processus qu'on appelle le consentement, c'est-à-dire de bonifier la proposition jusqu'à ce qu'il y ait un minimum de gens qui aient des objections et donc consentent à la proposition, c'est ça que s'appelle le consentement, bah, du coup, en fait, on peut arriver à des chiffres beaucoup plus gros que si on a juste collé une proposition et on leur a demandé oui ou non. Parce que là, c'est sûr, toutes les propositions ont des défauts. Mais si on retravaille les propositions jusqu'à arriver à quelque chose de correct, passer par exemple la barre des 60%, ça semble tout à fait gérable. À partir du moment où on a pris en compte les objections des gens, pourquoi ils iraient voter non à la suite? Qu'est-ce que tu penses de l'idée que pour cette histoire d'avoir des majorités assez nettes,
Moi, j'ai toujours cette crainte que je viens de te dire qu'il y a une majorité qui veut quelque chose, mais c'est quand même après qu'on soit un peu bloqué. Qu'est-ce que tu penses de l'idée d'avoir une sorte de, ce serait pas une constituante, mais ce serait une sorte d'assemblée tirée au sort. Là, une fois que le RIC existe, cette assemblée elle serait tirée au sort et elle ferait des propositions de modification, enfin elle ferait des propositions d'initiative, quoi. Elle, euh, elle, euh, Elle suivrait ensuite le même processus que n'importe qui lancerait une initiative, qui lancerait un référendum d'initiative citoyenne, pour dire l'expression française, et, et simplement ils suivraient le même processus, donc ils n'auraient aucun privilège particulier, mais quand même ce serait des projets faits par une assemblée tirée au sort qui aurait discuté longuement pour formuler le projet et qui aurait par conséquent, qui aurait peut-être utilisé les méthodes dont tu as parlé tout à l'heure pour arriver à un consentement élevé et dont les propositions seraient particulièrement susceptibles ensuite d'abord de récolter les signatures requises et ensuite si elles sont si le nombre requis de signatures est réuni, d'avoir ensuite une belle majorité euh, de votes positifs. Ouais, ouais. Avec ou sans RIC, d'ailleurs, l'idée de l'Assemblée citoyenne tirée au sort est très intéressante, surtout s'il y a de bonnes modalités à la fois dans le tirage au sort. J'entends par là notamment qu'il faut gérer la question des refus, c'est-à-dire est-ce que les gens ont le droit de refuser ou est-ce que c'est un refus sous condition. Gérer ensuite donc le budget de cette assemblée et ses capacités. Euh, dans tous les cas, c'est dans les systèmes délibératifs. C'est extrêmement intéressant, notamment parce que dans le cadre d'un RIC, euh, ça éclaire l'opinion publique. Il y a des choses qui ont été mises en place, c'est aux États-Unis, sur, euh, sur en gros l'information dans la campagne référendaire qui est faite par des tirés au sort. Et basé sur ce principe-là, en fait, on pourrait partir du principe qu'il y a beaucoup de gens qui disent non à quelque chose pour des raisons différentes et par méconnaissance. Et que en ayant un débat public fait par des citoyens, c'est-à-dire on n'a pas vraiment la crainte que ce soit une propagande partisane, euh, ça pourrait éclairer objectivement les gens et donc avoir une forte tendance à diminuer le nombre de gens qui vont s'opposer, soit parce qu'ils n'ont pas complètement compris, soit parce qu'ils ont une crainte qui est peut-être fondée, mais qui trouve des solutions. Il y a tout un tas de cas comme ça où cette assemblée constituante, ou pas constituante d'ailleurs, en tout cas tirée au sort, euh, aurait une bonne influence, on va dire, sur le débat public. Et la qualité délibérative, évidemment, serait très intéressante parce que, en fait, ce qui m'intéresse beaucoup dans le tirage au sort, c'est le fait de pouvoir donner du budget pour s'informer contradictoirement. Parce que une petite assemblée tirée au sort, on peut donner un budget à chacun des membres de cette petite assemblée pour convoquer des spécialistes, pour faire un audit, enfin il y a plein de possibilités comme ça, chose qu'on ne peut pas faire avec toute la population française. On ne peut pas dire à toute la population française, bon je vous donne un gros budget, invitez des spécialistes chez vous, et voilà, ça marcherait pas. On serait obligé de l'encadrer sous forme de débat public, télévisé ou autre. Et à mon avis, c'est très efficace que de réduire l'échantillon pour pouvoir budgétiser et améliorer la qualité des délibérations, quoi. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut pas qu'il y ait décision populaire derrière, parce que si tous ces débats sont publics, en fait, c'est
d'un seul coup, ça devient non plus une assemblée décisionnelle tirée au sort, mais une assemblée informative. C'est pour ça que je parlais du cas aux États-Unis, c'est qu'en fait leur rôle serait de nourrir le débat public euh, en faisant venir des experts. Et donc, pour choisir ces experts, plutôt que de prendre le pouvoir en place ou les médias ou je ne sais pas quoi, comme ça se passe aujourd'hui, on aurait donc cet échantillon tiré au sort qui aurait pour rôle de nourrir le débat public. À mon avis, ça peut être quelque chose qui rend le RIC encore beaucoup plus efficace et qui pourrait aussi répondre aux craintes des gens au pouvoir, ou pas au pouvoir d'ailleurs, qui pensent qu'il y a un risque de mauvaise décision, quoi. Mhm. Ok, mais ce chemin de, disons, d'une constituante, tu as dit au début qu'au fond, la constitution française actuelle, elle prévoit en fait pas de constituante. Donc ça, c'est un peu difficile comme parce que il y a quand même l'article 89 et puis l'article 11, si on l'a fait à la Charles de Gaulle, qui permet de modifier la Constitution sur un point, et ce serait donc tout à fait dans le mécano de la Constitution actuelle de changer un article de cette Constitution. Ça peut être l'article 3, ça peut être l'article 89 lui-même, de façon à introduire un véritable référendum d'initiative citoyenne. Donc ça, c'est dans la mécanique de la Constitution actuelle. Par contre, le chemin par une constituante, ben, ça exige de sortir quelque part de cette mécanique. Euh, Pas forcément. Euh, Vu qu'ils ont le pouvoir de réviser la Constitution, ils ont le pouvoir d'y introduire la Constituante, Qui a ce pouvoir-là? le Parlement et le Président. Ah oui, il faudrait d'abord qu'ils introduisent. D'accord. Tu penses qu'ils auraient moins de peine à introduire la constituante qu'à introduire le RIC, pour des raisons que tu as déjà évoquées. Mais cette constituante, probablement, pourrait pas introduire le RIC à ce moment, parce qu'ils vont pas. Si le pouvoir en place veut pas le RIC, il va pas mettre une constituante qui pourrait introduire le RIC. Je suis pas Madame Irma, mais c'est vrai que ça paraît probable qu'ils essayent de bloquer par tout moyen que cette constituante mette en place un outil qui les dérange. C'est d'ailleurs ce qu'on voit là. Ils sont d'accord pour faire une convention sur le climat, mais par contre une convention sur la Cinquième République, ils sont pas d'accord, quoi. Donc, donc oui, en effet, même cette constituante pourrait avoir des bâtons dans les roues, mais en gros, avec cette histoire de cahier des charges, c'est comme les modalités du RIC en fait. À mon avis, c'est la pression populaire et notamment électorale, mais pas que, qui fait changer les lignes et pourquoi pas leur faire changer de ligne. Mais pour revenir à la question du pouvoir en place, effectivement, je pense que faire changer de ligne à Macron, c'est pas évident. Mais peut-être qu'avec un autre plus tard, ça deviendra plus évident, je ne Hmm. sais pas. Ok, donc là c'était, je crois qu'on a fait à peu près enfin, le tour de la voie par la constituante. Il restait la dernière, c'est la voie par l'élection locale. On en a déjà parlé un peu. Est-ce que il y a quelque chose que tu aimerais rajouter là-dessus? Euh, Moi, j'y crois par rapport à ma stratégie de légitimité. Ça me semble être quelque chose de très simple parce que, en gros, euh, les marges sont tellement petites. Les compétences d'une commune, d'une région et d'un département et d'une communauté de communes, c'est tellement faible ces compétences-là que le pouvoir n'aura pas peur en fait. Là pour le coup, il n'aura pas du tout peur de donner le pouvoir à ce niveau-là. Donc pour gagner en légitimité,
il nous faut faire les preuves. Faire les preuves à échelle locale, certes, ce seront de moins grandes preuves, mais ce serait tellement plus facile à obtenir parce qu'en fait, le pouvoir n'a rien à craindre que pour moi, c'est une forme de bac à sable, quoi. C'est plus facile de demander un bac à sable que de demander le pouvoir sur le monde, quoi. Donc pourquoi pas mettre le paquet là-dessus. Moi, je suis sur plusieurs projets qui s'occupent de ça. Euh, on va dire que a priori, le pouvoir en place est plutôt réticent, même localement, hein, l'exécutif local est plutôt réticent. Par contre, toutes les nouvelles listes qui naissent ici et là en ce moment il y en a plein avec les municipales qui se lancent, ils sont quasiment tous d'accord avec le RIC local. Et à mon avis, on va pouvoir modifier les petites règles qui font que un exécutif local ne peut pas se voir imposer des choses. Après, il reste toujours le fait que tout mandat impératif est nul en France, donc une fois qu'ils sont élus, ils font ce qu'ils veulent. Mais on pourrait mettre en place donc des procédures de contrôle par RIC local. Et ça permettrait que tout le monde ait vécu dans son quotidien le RIC. Et donc, au-delà de la peur du RIC, il y a aussi le fait de mieux le comprendre et d'être plus certain de son utilité qu'avant. Donc, à mon avis, c'est vraiment une voie qu'il faut essayer autant que possible, tout en, comme on disait tout à l'heure, bien avoir à l'esprit que c'est pas du tout ce qu'on souhaite, quoi. Enfin, c'est pas avec ça qu'on va changer nos institutions. Mais par contre, je le prendrais pas comme une voie de garage. Pour moi, c'est plus un tremplin qu'une voie de garage. Ouais, c'est intéressant. Parce que ma première réaction, c'était plutôt de dire le pouvoir local est quand même très faible en France, donc c'est pas très intéressant. Mais ça, c'est un peu snobber justement ces bidons. Et sur un chemin des bidons, chaque marche de l'escalier a son utilité. Et puis, comme tu viens de le dire, le fait que c'est très faible comme pouvoir local, ça a aussi son avantage, c'est que c'est plus facile peut-être à l'obtenir. Est-ce que par rapport à- au niveau local, est-ce que tu penses que les municipales qui viennent jouent un rôle là-dedans? C'est-à-dire qu'on peut utiliser les municipales pour ça? Oui, alors nous, avec le clic, on a rédigé 3 engagements et on est en train de bosser sur un engagement encore plus démocratique, mais on a rédigé 3 engagements qui se basent sur la loi, donc tout en respectant la loi, pousser les candidats à s'engager, à donner la parole aux citoyens et en gros, on utilise des petites magouilles dans les phrases pour que ça continue à respecter la loi. Le principe étant que il faut pas qu'ils se disent contraints. C'est-à-dire que c'est ce qui s'est passé à Grenoble. Les décisions ont été annulées par le tribunal administratif parce qu'ils ont dit que c'était les citoyens qui avaient pris la décision. Et en France, c'est illégal. Donc il faut qu'ils restent libres de s'administrer librement, sans aucune pression. Par contre, ils peuvent s'engager à effectuer les consultations, c'est-à-dire qu'ils n'y seront pas forcés, mais donc il y a différentes procédures, hein, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est un peu complexe, mais il y a donc le référendum local et la consultation, ou la demande de consultation plutôt. Et en fait, en jouant sur ces 2 procédures, on peut mettre en place des choses qui légalement permettent aux municipalités de faire prendre les décisions par les citoyens. C'est-à-dire qu'en fait, ils font simplement une consultation parce qu'ils ont le droit de le faire, ou alors ils font un référendum, puisqu'il y a une possibilité de référendum aussi. Mais après, il y a un quorum de 50%
mais il peut très bien décider de suivre le résultat du référendum, même si ce quorum n'a pas été atteint. Donc en gros, un maire réellement démocrate, et pareil pour les présidents de région, etc., peut mettre en place une initiative citoyenne qui débouche sur des résultats. Le problème, c'est que, bah, je sais pas, j'ai pas d'estimation, mais des maires très démocrates, il doit pas y en avoir tant que ça, parce que jusqu'à présent, il n'y a personne qui l'a fait, en gros. Il y a eu quelques tentatives, hein, je dirais que, à ma connaissance en tout cas, hein, il y en a certainement d'autres, mais il y a 10 communes en France qui se sont essayées à ça. Euh, à mon avis, ça reste quand même une bonne voie, dans le sens où aussi ça donne des exemples officiels. À partir du moment où une commune a fait quelque chose, bah, il y a quelques articles dans les journaux, il y a le tribunal administratif qui s'en est mêlé. Alors là, ça a été négatif, puisque le tribunal administratif a réussi à annuler la chose. Mais en admettant que ça aille dans l'autre sens, si le tribunal administratif n'arrive pas à annuler la chose, d'un seul coup, on aura fait la preuve que c'est possible. Parce que pour l'instant, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est pas possible, que sans parler des gens qui disent que nous sommes en dictature, il y a beaucoup de gens qui disent que la démocratie directe ne sera pas permise. Et voilà, faut gagner des petits bouts comme ça. Et donc évidemment qu'il faut saisir les municipales euh, pour introduire de la participation citoyenne. Euh, c'est Patman qui avait une stratégie sur la participation, c'est de dire que c'était un cercle vertueux et qu'en fait, il fallait donner goût aux gens au fait de participer, et plus ils participeront, plus ils auront envie de participer, et plus ils auront envie de décider. Parce qu'en fait, on n'a pas naturellement la volonté de décider de choses sur lesquelles on n'a pas l'habitude de se poser des questions. Mais plus on rentre dans ce jeu-là, et plus ça peut marcher. Donc même, je dirais, des listes démocratiques, enfin qui ont un programme démocratique dans lequel ils n'introduisent que de la participation, euh, là on est vraiment dans l'ultra chemin des bidons, hein. La participation, c'est pas mon truc, hein, vraiment. Euh, mais il faut bien commencer quelque part. Donc, quand tu dis la participation, c'est pas ton truc, tu veux participation sans décision. C'est pire que ça. Euh, Par participation, moi je dis souvent, je les appelle les participateux, c'est les gens qui veulent bien que tu participes, mais à leur projet. Donc tu peux pas choisir à quoi tu participes en fait. C'est j'ai un projet et je te fais participer à mon projet. Et après, je dis que l'idée, elle venait de toi, pour que tu sois content et que tu penses qu'on est en démocratie. Mais en fait, on est dans du bidon total. Euh, Après, il y a effectivement aussi ce point, Raoul disait que la démocratie directe, c'est quand on décide, peu importe si on participe, et la démocratie participative, c'est quand on participe, peu importe si on décide. Et là, bah oui, tout à fait, hein, euh, le vernis participatif n'est pas du tout suffisant. C'est pas parce que quelque chose est participatif que c'est démocratique. Dans démocratique, il y a Kratia, Kratos, pouvoir, le pouvoir de gouverner. Participer, c'est pas du pouvoir, c'est un droit. Voilà, on va dire c'est un droit de jouer avec celui qui a décidé qu'on allait jouer. Mais ok. Et donc au niveau local, t'as l'impression qu'il y a quelque chose qui va se jouer dans ces municipales ou bien que enfin, ça tu as parlé de au fond vous avez des idées sur comment à quoi pourraient s'engager des candidats démocrates, mais est-ce qu'il y en a beaucoup qui s'engagent à ça? Est-ce que il y a eu pour les européennes, il y a eu des listes, il y a eu des candidats RIC quelque part. Est-ce qu'il y aura la même chose pour les municipales? Alors, donc c'est le mouvement
Mouvement pour l'initiative citoyenne, anciennement Rassemblement pour l'initiative citoyenne, qui donc a présenté une liste pro-RIC aux européennes, aux dernières là, et puis le rassemblement c'était à celle d'avant. En gros, et puis Yvan Bachot l'a fait également pour les présidentielles dans le temps. En gros, il y a une problématique qui est le programme. Nous, au MIC, donc le Mouvement pour l'initiative citoyenne, on est prêt à aider n'importe quel candidat pro-RIC. Maintenant, nous, on va pas présenter de liste en tant que nous-mêmes. Enfin, je pense pas. Après, s'ils le font, les membres, les participants, s'ils le font, tant mieux. Peut-être que ça peut être une bonne chose. Mais nous, on a un frein éthique qui est de ne s'occuper que du RIC. Mhm. Et donc, on ne peut que très difficilement gagner une élection avec le RIC pour seul programme. C'est pas fait. Nous, dans cette stratégie-là, en fait, on utilise les élections comme un outil de communication, en fait, pour faire parler du RIC. Et par contre, gagner une élection en disant « moi, c'est le RIC et que le RIC », je dis pas que c'est impossible, hein, parce qu'il y a certainement des communes où ça pourrait marcher. Mais c'est quand même pas le plus simple, parce que les gens, généralement, votent pour un programme. Ouais. Mais par contre, faire avancer le RIC dans les différents partis, Hein. enfin les RIC locaux, quoi, les pas en direction de RIC local, ça serait. Mais le plus efficace sur lequel on est, en fait, c'est de faire jouer la concurrence là-dessus. C'est pour ça, cette histoire d'engagement du clic à faire des presque RIC, qu'on appelle donc des consultations citoyennes locales. En fait, c'est pour les mettre en concurrence, c'est-à-dire il suffit qu'il y en ait un dans les concurrents sur une commune qui est signé pour que l'autre se dise ah ben moi si je signe pas aussi, si je mets pas ça dans mon programme, ils vont voter pour lui plutôt que pour moi. Et donc l'idée c'est de jouer la concurrence sur le sujet du RIC et puis après donc ça c'est les 3 engagements de base qu'on a écrits qui sont à des différents niveaux de facilité d'initiative. Et donc on est en train de bosser sur un dernier là qui serait plus à destination des listes participatives ou citoyennes ou démocratiques ou quelle que soit la manière dont on les appelle. C'est-à-dire qu'en fait des listes constituées d'amateurs de la politique, non partisans, ou un peu partisans, mais qui se présentent sans étiquette en tout cas. Là, l'idée, c'est de travailler avec eux, s'ils ont la volonté de mettre en place un RIC local, pour que les modalités soient le mieux possible. Et là, les gens, ils ont qu'à soit se renseigner sur ce qui s'est fait ailleurs et en tirer eux-mêmes les conclusions, soit de contacter le CLIC, article 3 ou d'autres associations qui s'occupent du RIC. Et on discutera ensemble des possibilités, parce que ça peut être quelque chose qui fait la différence. C'est-à-dire qu'une liste sortie de nulle part, constituée d'amateurs, qui fait comprendre à la population locale l'importance d'un tel outil, peut ressortir du lot grâce à cet outil, quoi. Donc ça peut quand même être un élément important, que ce soit dans la concurrence entre les partis existants, la liste qui se représente, celle qui ne se représente pas, etc., mais aussi pour les listes qui émergent, quoi. Ouais, effectivement. Surtout que, notamment quand c'est une concurrence en deux partis, des fois ils sont pas très éloignés l'un de l'autre. Donc il suffit qu'il y ait un certain nombre de citoyens pour qui c'est prioritaire, question de RIC et basculerait de l'un à l'autre, ça peut faire la différence entre qui gagne et qui perd. Quoique c'est un peu moins le cas au municipal parce que j'imagine c'est proportionnel ou bien.
Euh, Les élections le, sy- sont proportionnelles? le système est complexe. Hein? Le système est complexe. Ok. C'est ni une vraie proportionnelle ni une non proportionnelle. Euh, mais en gros, le système est fait pour qu'il y ait des majorités à l'exécutif quand même. Ok. Ok. Ok, je trouve, là on a un peu le tour des chemins pour introduire le RIC. Et ce que j'aimerais pour terminer, c'est qu'on voie un peu s'il y a eu une, disons, des interactions entre ces chemins ou des coordinations entre ces chemins. Comment tu vois les choses? Est-ce que c'est des chemins séparés et puis chacun fait son chemin sur la voie qu'il trouve la meilleure? Ou est-ce qu'il faut un peu essayer de faire une sorte de coordination, de te dire compte dans un chemin qu'il y a aussi d'autres chemins? Je pense notamment à tout ce qui est élection. Il y a les municipales, ça peut être une préparation à l'élection présidentielle qui est elle-même une préparation législative qui vient juste après. Ouais. Alors, euh, toutes ces voies fonctionnent ensemble. Toutes, absolument toutes. Euh, même l'insurrectionnel et l'indépendantiste, c'est-à-dire qu'une insurrection qui ne fonctionne pas, euh, on va pas en parler au passé, mais les Gilets jaunes étaient dans une démarche insurrectionnelle, en tout cas, à défaut d'avoir fait une insurrection. Euh, Ça a le mérite de mettre les choses sur la table. Ensuite, j'ai parlé beaucoup de légitimité. La stratégie indépendantiste, elle peut permettre, en parallèle de la société, de faire les preuves d'un fonctionnement différent. Par exemple, de prise de décision, où toutes les décisions seraient prises par RIC, par exemple. Là, j'exagère, hein, mais on va dire un RIC de gouvernement, quoi, où tout au quotidien se ferait par des formes de RIC. Ça permet aussi d'avancer sur la question de l'outil. Moi, l'opportuniste, on n'en parlera pas parce qu'elle, par définition, elle se marie avec toutes les autres stratégies. Elle prend ce qui vient, quoi. Mais après, donc il y a la pression populaire et la pression médiatique, enfin sur les médias, parce que les Gilets jaunes n'ont pas fait changer d'avis à nos gouvernants. Par contre, ils ont forcé le RIC à atteindre la télévision. Ils ont forcé les médias à parler du RIC, à faire des émissions entières consacrées au RIC, sachant que nous, c'est quelque chose qu'on essaye de faire depuis des décennies, quoi. Donc la notion insurrectionnelle, ou en tout cas de pression par la rue, introduite par les Gilets jaunes, a permis de médiatiser le RIC. Et donc, puisque maintenant il a été médiatisé, il devient beaucoup plus facile d'en parler, parce qu'il commence à y avoir des gens qui savent ce que c'est, alors qu'avant, bah, c'était très difficile, le quoi, ils disaient... alors que là, aujourd'hui, les gens politisés, le RIC, c'est bon, ils ont compris ce que c'est, quoi. Euh, donc, et puis en plus, avec la stratégie du chemin des bidons et de, par exemple, le référendum d'initiative parlementaire, euh, l'actualité de l'ADP fait aussi parler du principe du référendum et de l'initiative non présidentielle, même si on est dans quelque chose de bidon. Voilà, ça met le sujet sur la table, ça fait que les gens se renseignent, qu'ils commencent à avoir confiance. Donc ça détruit les arguments, donc ça colle avec la stratégie, avec le pouvoir en place. Et évidemment, plus il y a de personnes qui savent ce qu'est le RIC et qui désirent le RIC, et plus ça devient une pression électorale. Parce que, évidemment, que par le passé, les candidats n'avaient pas obligation de mettre le RIC dans leur programme, alors qu'aujourd'hui, avec ce qui s'est passé là, euh, on va dire qu'il y a des gens qui sont pas, non pas devenus des spécialistes du RIC, mais qui sont devenus en tout cas des convaincus du RIC. Et l'augmentation de ces convaincus du RIC aura une incidence sur leur vote.
Parce que, évidemment, comme tu disais, entre deux candidats qui souhaitent le RIC, s'il y en a un qui souhaite un bon RIC et l'autre qui souhaite un mauvais RIC, bah, ils vont plutôt s'orienter vers celui qui souhaite un bon RIC. Donc, euh, donc ouais, toutes ces stratégies, en fait, elles fonctionnent ensemble. Après, au sein de la réforme du pouvoir en place, il y a des stratégies concurrentielles, dans le sens où, pour certains, il faut mettre la pression, pour d'autres, il faut prouver le nombre. C'est des stratégies, pour le coup, assez différentes. Mais là, quand on parle de stratégie en interne, dans un collectif où je travaille, on dit tout le temps ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ça paraît assez raisonnable de dire que même lorsqu'on a des stratégies concurrentielles, vu qu'on ne sait pas laquelle va fonctionner, à partir du moment où elles se nuisent pas les unes les autres, autant toutes les essayer, quoi. Ouais, ben, je crois que ce sera le point de la conclusion. Plusieurs voies pour introduire le RIC. Évidemment, ça sera pas facile, mais plusieurs voies en parallèle et puis pas demander toujours le véritable RIC, mais pas snobber les pas intermédiaires. Alors, merci beaucoup, Léo Giraud, pour cette discussion. Merci à toi. Et, et je mettrai quelques liens en description pour t'inciter notamment certaines associations, des choses comme ça. Ça marche. Merci.